Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue au Morning Meeting de 11 heures. Nous sommes le jeudi 16 juillet 2015, désolé pour ce léger retard, 5 petites minutes, une session de marché importante pour l'euro avec une décision de politique monétaire de la Banque Centrale Européenne attendue à 13h45, puis une conférence de presse de Mario Draghi à 14h30. L'euro qui est sous pression, l'estimation finale du régime des prix au sein de la zone euro au mois de juin est inférieure au consensus et d'ailleurs déçoit, ce qui maintient l'euro sous pression alors que le dollar américain est soutenu depuis hier par un discours de Janet Yellen à la Chambre des représentants aux États-Unis. Je vous rappelle qu'elle donnera à nouveau un discours et une phase de questions-réponses à partir de 16h aujourd'hui au Sénat des États-Unis. Sénat plus Chambre des représentants qui constitue le Congrès des États-Unis. Le dollar américain reste fort. La probabilité d'un relèvement du taux d'intérêt des Fed Funds en 2015 reste élevée. Le marché la price à 70% pour la réunion du mois de décembre prochain. Et donc c'est ce qui soutient le dollar américain qui s'impose face à toutes les monnaies, notamment l'euro ou encore le dollar canadien. Depuis notamment hier, la baisse surprise du taux d'intérêt principal de la Banque centrale du Canada. La Fed, cet après-midi, la Banque Centrale Européenne et le dossier grec. Vous avez sur notre site, et vous avez pu prendre connaissance de l'avertissement sur les risques en attendant, un article, mais je vais moi vous remontrer cette capture d'écran, un article sur notre site qui vous rappelle les prochaines dates à suivre concernant cette saga grecque. Alors tout d'abord, demain, je vous rappelle donc que la Grèce et un certain nombre de parlements, notamment le Parlement grec, ont accepté le troisième plan d'aide négocié le week-end dernier entre la Grèce et les créanciers. Reste qu'un certain nombre de parlements nationaux doivent se positionner sur ce troisième plan d'aide qui réengage la Grèce sur une ligne de crédit de plusieurs années. Demain, le vote au Bundestag en Allemagne, c'est majeur, c'est déterminant. Mais surtout, le 20 juillet prochain, une échéance de dette vis-à-vis de la Banque Centrale Européenne de 3 milliards 500 millions d'euros. C'est la clé. Que va décider d'ailleurs, probablement cet après-midi que la question sera posée à Mario Draghi, que va décider donc la Banque Centrale Européenne? Eh bien, nous le saurons donc cet après-midi. En attendant, l'euro est sous pression pour tout un tas de raisons que j'ai tenté de vous expliquer. La détente des rendements obligataires au sein de la zone euro, parce que la BCE achète des contrats de taux. Redémarrage de la tendance haussière depuis la semaine dernière des marchés actions de la zone euro, le CAC, le DAX et d'autres. La dette qui reprend le chemin de la dette et une banque centrale européenne qui pourrait être amenée à donc renforcer ces différents programmes monétaires et notamment le fameux programme PSPP ou Quantitative Easing, le programme d'achat de titres de dette souveraines qui se déploie à un rythme hebdomadaire compris entre 10 et 15 milliards d'euros. Alors voilà donc pour l'agenda du jour. Nous avions ce matin l'estimation finale de l'évolution des prix au sein de la zone euro au mois de juin. Moi je vais notamment me concentrer sur l'inflation sous-jacente, celle qui exclut les éléments volatiles. Elle s'établit à 0,8% en estimation finale contre 0,9% en seconde estimation. Donc on voit que le dynamisme des prix est très très loin d'atteindre les standards que vise la Banque Centrale Européenne, à savoir 2%. Et donc voilà, 0,8, alors qu'on pouvait envisager que le taux de croissance accélère à 0,9, encore un argument de plus pour que la Banque Centrale Européenne agisse pour justement soutenir davantage l'économie. Alors moi je me concentre sur le taux de change euro-dollar, sur le mouvement en place depuis le début de la semaine. Et ensuite je vais revenir sur tous les autres marchés. Quel est ce mouvement? Eh bien c'est un mouvement baissier. Essentiellement du fait du dollar américain, mais aussi naturellement de l'euro. Tout a commencé par un double top chartiste sous les 1,12 $, ça vous le savez. À la cassure donc, de cette ligne de coup, c'était mercredi 13 juillet. Le taux de change euro-dollar, j'expose ici les bougies japonaises en données horaires, a ensuite brisé donc cette ligne de tendance. Il a ensuite réalisé le 14 juillet un pullback sous la ligne de coup du double top ici à 1,12 $. Et depuis, il reprend donc sa dynamique de baisse, couvert par une ligne de tendance. Il était soutenu hier durant la session asiatique par une zone support comprise entre 1,0970 et 1,10 $. Cette zone support est enfoncée, elle change donc de statut. C'est le principe du changement de polarité des niveaux chartistes. Et elle devient zone de résistance. Le marché était ce matin sous sa première résistance à 1,0970, 1,10. Il était donc sous pression. Il est revenu sur les plus bas du 7 juillet
à 1,0916 $, et donc il les a brisés. Nous avons désormais donc une première résistance qui s'établit à 1,0916 $. Alors, la Banque Centrale Européenne, cet après-midi, elle est attendue au tournant. Elle va, je pense, et c'était un des objectifs, hein, rappelez-vous, à l'été 2014 de Mario Draghi, d'agir à la baisse sur le taux de change euro-dollar. Et c'est un succès, au fond, hein, de cette politique monétaire. Mais on peut s'attendre à ce que la Banque Centrale Européenne, cet après-midi, agisse en ce sens. Tant que le taux de change se maintient sous la résistance des 1,0960, 1,10 $, les scénarios, c'est de rejoindre des niveaux horizontaux qui remontent au mois de mai dernier, notamment 1,0887 $, 1,0863 $, et ensuite le niveau des 1,0820 $. En fait, tous les niveaux de support horizontaux de la fin du mois de mai dernier. Donc voilà pour l'instant quel est le scénario sur le taux de change. Attention, le niveau des 1,0919 $, c'est un niveau intermédiaire. Ce qui compte, c'est réellement cette zone de résistance ici, sous laquelle le marché a basculé ce matin, le niveau des 1,0970, 1,10 $, qui maintient donc pour le moment la pression sur le taux de change euro-dollar. Voilà donc ce que je pouvais vous dire sur cette paire de devises majeures. Avant de faire un tour d'horizon des autres paires majeures, laissez-moi simplement revenir sur la dynamique des marchés actions de la zone euro. L'indice CAC 40 qui a donné un signal d'achat, en tout cas de poursuite de sa tendance haussière dès l'ouverture de la session européenne, en brisant enfin ce qu'avait déjà fait le DAX dès lundi dernier, la ligne de tendance qui attrape tous les sommets de marché depuis le mois d'avril dernier, donc celle qui finalement représentait sur le plan graphique la phase de correction dans laquelle les marchés actions de la zone euro étaient rentrés en avril dernier, c'est dépassé, c'est un signal d'achat. Depuis l'émission Good Morning CAC 40, un nouveau signal d'achat a été donné, le débordement des 5095, qui font désormais de ce niveau un niveau de support sur l'indice CAC 40. Alors quelles sont les prochaines cibles? Tout simplement aller chercher les niveaux horizontaux du mois de mai dernier, on peut désormais tracer, cela donne des objectifs. Il y a notamment ce tout premier niveau à 5156, qui est donc le prochain objectif de cours sur le CAC, et surtout les sommets du mois de mai, qui sont des objectifs susceptibles d'être atteints d'ici la fin de semaine. Donc notamment ici les 5194 points sur l'indice CAC 40. Donc en clair, voilà la façon dont je vois les choses. Zone de support importante sur le CAC entre 5056 et 5095, les niveaux qui ont été débordés ce matin. Et le débordement est suffisamment significatif pour que ces deux niveaux horizontaux changent de statut. Et donc on peut localiser maintenant entre ces 5056 et ces 5095 une nouvelle zone de support chartiste, au-dessus duquel je pense que le marché peut rejoindre les 5156 et les 5194 points. Voilà pour le décryptage de l'indice CAC 40. Je vais maintenant étudier le marché action allemand et notamment l'indice DAX. C'est rigoureusement, si vous me permettez l'expression, la même construction technique. Je descends le watermark pour qu'on y voit plus clair. L'indicateur technique RSI qui a même cassé ici une oblique de résistance. Voici donc ce que je peux vous dire. Le DAX a donné un signal d'achat sans peur et sans reproche dès la session du 10 juillet. C'était donc en fin de semaine dernière, en débordant enfin ce canal de baisse en place depuis le mois d'avril. Une accélération haussière, une phase de transition latérale, une prise d'appui, et ce matin un nouveau signal d'achat, débordement des sommets du 23 juin. Le DAX est donc désormais soutenu par les 11 633 points. Le débordement des 11 633 points ouvrait la voie des 11 700 points, c'est désormais chose faite. Les 11 633 points sont désormais le nouveau niveau de support du DAX, et donc un niveau d'achat, ou en tout cas en dessous duquel positionner son stop de protection, pour viser sur le marché action allemand d'ici la fin de semaine. Alors laissez-moi positionner les objectifs chartistes sur ce marché. Je dirais 11 795 points et 11 889 points sur le DAX. Voilà donc ma façon de voir les choses. Après voilà, c'est vrai qu'on a une construction technique qui est particulièrement impulsive à la hausse depuis le milieu de la semaine dernière. On a eu aussi ce matin une belle cassure haussière, une sortie de drapeau ici sur l'indicateur technique RSI. Donc ce qui signifie que on a une accélération du momentum. Accélération du momentum signifie une pontification de la tendance. L'angle de progression qui était retombé vers du 45 degrés, on est presque sur du 90 degrés là, sur du 80 degrés. C'est ça
L'indicateur technique RSI, c'est l'angle de la tendance. Les prix, c'est la direction. Là, c'est l'angle. L'angle, c'est entre, bien sûr, 0,90%. Donc, la sortie de drapeau sur l'indicateur technique RSI se traduit par les prix par une accélération verticale et un angle de progression qui tend vers 90%. Premier support, 11 633 points. Prochaine target, 11 007 et 11 795 points ici sur le DAX. Voilà donc l'analyse technique que moi je pouvais vous proposer sur le CAC et le DAX. Les marchés actions américains, c'est cet après-midi dans le Wall Street Insider. Si vous vous intéressez à d'autres indices boursiers comme le MIB, le marché action italien, ou l'IBEX, le marché action espagnol, n'hésitez pas donc à me poser la question. Je les étudie pas de manière standard, mais j'ai des graphiques qui sont prêts si ces marchés vous intéressent. Le dollar américain. C'est donc la clé. La Réserve fédérale des États-Unis a rappelé hier qu'elle était prête à remonter ses taux. Deux réunions sont susceptibles de voir cette année la Fed remonter ses taux. Septembre ou décembre. Pourquoi septembre ou décembre? Parce que ce sont les deux dernières réunions de la Réserve fédérale qui s'accompagnent d'une conférence de presse de Janet Yellen. Donc soit septembre 2015, soit décembre 2015. Comment se distribuent les probabilités? Probabilité d'une hausse des taux en septembre, 20%. Probabilité d'une hausse des taux par la Fed en décembre, 70%. Tout ça pour dire que l'année 2015 peut voir un relèvement du taux d'intérêt des Fed Funds. Alors bien sûr, l'agenda macroéconomique américain de l'été sera déterminant. C'est pourquoi les statistiques américaines, il faut continuer de les suivre au plus près. Notamment hier des données manufacturières qui étaient importantes à suivre. Cet après-midi, au-delà du discours de Janet Yellen devant le Sénat des États-Unis, nous avons notamment à 4 heures le Philly Fed, l'indice manufacturier de la Réserve fédérale de Philadelphie, un indicateur avancé très percutant au sein du secteur manufacturier. Il est donc à suivre à 16 heures le Philly Fed, qui ne manquera pas d'avoir justement un impact sur le dollar US. Le dollar US, il est haussier depuis, donc, vous avez sous les yeux les chandeliers japonais H4 du Dow Jones FXM Dollar Index. Il est haussier depuis la dernière réunion de la Réserve fédérale le 18 juin dernier. Alors, la progression n'est pas verticale, c'est un fait. Mais malgré tout, elle se construit au sein de ce canal de progression avec un angle qui finalement met bien en équilibre les prix et le temps, cette fameuse progression à 45 degrés, dont vous avez peut-être entendu parler si vous avez lu des ouvrages d'analystes chartistes. Elle met en équilibre le temps et le prix, et elle invite à faire confiance à la tendance haussière. C'est notamment pourquoi j'excluais hier un scénario double top. On est simplement dans un range, dans le cadre d'une tendance haussière, qui est bien illustrée ici par ce canal de progression. Alors, c'est d'ailleurs pour cette raison que je peux dire sur l'once d'or objectif atteint. Depuis le signal de vente qui a été donné le 13 juillet sur l'once d'or, à la sortie par le bas de ce petit triangle avec des cours qui se maintenaient ici dans un canal de baisse, je vous avais proposé 7 objectifs de cours sur l'once d'or. Donc ici, vous avez les chandeliers H4 du XAUUSD. Revenir au niveau des 1142,65 $, c'est chose faite. Autant vous dire, alors sur notre site, si vous lisez de temps en temps les articles sur notre site, je vous ai proposé un article sur les 2 raisons qui peuvent faire baisser l'once d'or à 1000 $ cette année. Bon, c'est essentiellement des raisons liées à la Réserve fédérale des États-Unis. Voilà, donc je vous ai posté le lien dans la section commentaires si ça vous intéresse. Et l'idée c'est quoi? L'once d'or, voilà les plus bas de 2014. Vous constatez l'importance du niveau qu'on teste actuellement. Les 1142 $, c'était le plus bas de mars, et c'était aussi une zone de réaction impulsive énorme de décembre 2014. Donc là, on arrive sur une cible importante, 1142 $. Si Janet Yellen en remet une couche cet après-midi au Sénat des États-Unis, et que cela se traduit à nouveau par la poursuite du renforcement du dollar US, autant vous dire que l'once d'or pourrait casser les 1142 $, et à ce moment-là se replier en direction de ses plus bas à 1130 $. Sous 1130 $, c'est le gouffre, c'est 1000 $. Un once d'or à 1000 $, c'est simple, c'est une Fed qui relève ses taux en 2015. Pour raisonner simplement, si la Fed relève ses taux en 2015, l'once d'or tombe à 1000.
et bien sûr l'euro-dollar à la parité, en tout cas de retour à proximité de ses plus bas annuels à 1,05 $. Donc, à très court terme, un objectif atteint, attention à court terme, un début de contradiction de momentum, on est sur support, si vous avez shorté la partie haute du canal de baisse, nous sommes sur des objectifs de prise de bénéfice ici sur le XAU-USD. Alors avant d'en venir au pair majeur, étant donné que je viens de vous proposer une vue de marché sur l'once d'or, laissez-moi tout de même passer en vue le prix de l'argent. L'argent qui lui aussi évolue dans un canal de baisse, un beau canal de baisse, plus propre finalement que celui de l'once d'or, parce que ce canal de baisse se déploie depuis le 19 mai dernier. L'argent a hier donné un signal de vente en passant sous le niveau des 15,27 $. Donc pour l'argent, eh bien, la dynamique c'est aussi de retomber notamment ici en direction des 14,67 et des plus bas du 7 juillet dernier. Donc ça reste de toute façon over baissier, si vous me permettez l'expression, sur les métaux précieux. Voilà pour le dollar américain et l'articulation de sa dynamique avec celle des métaux précieux. Maintenant, qu'en est-il des paires majeures, des paires de devises, vous m'avez compris. Le taux de change euro-dollar, je vous en ai parlé à l'ouverture du morning meeting, c'est chose faite. Le risque, avec cet après-midi la Banque Centrale Européenne, c'est de retomber en direction des 1,0887 $ et des 1,0850 $, toute première résistance qui s'établit à 1,0916 $, résistance majeure, désormais la zone comprise entre 1,0970 et 1,10 $. Rappelez-vous, tout a commencé en début de semaine avec le double top sous les 1,12 et la cassure de la ligne de coup le 13 juillet. Maintenant, le dollar US, il est aussi. Où peut-on s'exposer à la hausse du dollar américain? Plus que jamais, le taux de change USD-CAD. Hier, baisse des taux d'intérêt surprise par la Banque centrale du Canada, Banque du Canada, à 0,50. Cassure sur le taux de change USD-CAD des sommets annuels qui s'établissaient justement à 1,2834. Je vais vous remontrer ça. Voilà ce qu'a cassé le taux de change USD-CAD. Cassure haussière des sommets annuels à la faveur d'un fort niveau de volume. On n'avait pas eu un volume comme ça depuis le mois d'avril dernier sur le taux de change USD-CAD. On a donc là une cassure qui confirme l'action des prix. Le volume et les prix avancent ensemble. Après cette forte hausse, regardez ici le volume, comment le volume a été fort sur ce chandelier H4. Mais je peux vous remontrer ici comment le volume a été fort sur le chandelier horaire du taux de change USD-CAD. Voilà. Et depuis, on fait un flat. Et regardez dans le flat, donc c'est une phase de transition latérale qui se fait dans 23% de retracement de cette grande jambe de hausse. Regardez comment le volume d'échange s'écrase. Vous avez ici le volume d'échange réel négocié chez FXCM. Par exemple, voilà, depuis une heure, il y a 11 millions de dollars canadiens qui a été envoyé par vous. Alors pas vous en France, mais tous les traders qui ont un compte chez FXM. Donc ça c'est que le volume FXM, c'est pas le volume du Forex, faut être honnête. Mais c'est le volume FXM. Donc voilà, et il y a eu quand même une très nette explosion du volume à la cassure donc des précédents sommets ici à 1,2834. Je vous rappelle que sur vos graphiques vous avez le volume, vous allez dans les indicateurs, vous avez l'indicateur Real Volume ici. Donc vous pouvez taper ça, volume réel, et vous avez comme moi le volume réel, et ça s'actualise en temps réel. Regardez, on vient de passer à 11 952 000 dollars canadiens depuis 25 minutes. Mais alors là, regardez, hier, à la cassure des 1,2834, les clients FXM dans le monde ont négocié 368 millions de dollars canadiens. Uniquement pendant une heure, à la cassure du niveau de prix des 1,2834. Bien sûr, ça tient compte de l'effet de levier, tout ça. C'est pas le capital, c'est pas la marge, c'est la position de trading réelle, sa valeur nominale. Donc, à court terme, on forme un support à 1,29. Ce matin, je vous ai expliqué qu'on ferait un retracement de faible amplitude. Je ne peux pas trancher entre soit 1,2870 et 1,29. Mais pour moi, on a une zone d'achat. Alors c'est boule au-dessus d'un 1,2834, mais je dirais qu'on a une zone d'achat intéressante entre 1,2870 et 1,29 dollars canadiens, ici sur le taux de change USD-CAD. Alors bon, c'est intéressant de constater que la phase de dérive latérale se produit, se prolonge. Finalement, on a peut-être simplement un range. Je vais laisser moi simplement ici le retracement des 23,6.
Et je me concentre donc sur la jambe de hausse d'hier. Et finalement, peut-être qu'on peut considérer que ces 1,29 sont déjà un bon niveau d'entrée. Le câble. Le câble a donné un signal positif en début de semaine à la cassure des 1,5550. C'est la confrontation des deux monnaies les plus fortes du marché d'échange. Le marché a bloqué hier sous les 1,5870. C'est probablement neutre à court terme entre 1,5550 et 1,5667. Donc statu quo je pense sur cette paire de devises, même si on a une dynamique de reprise à court terme qui est favorable à la livre sterling. Je pense qu'on peut s'y exposer à l'achat éventuellement si le marché revient tester ici les 1,5550 ou dérive à plat jusqu'à revenir au contact ici de la partie basse de ce canal de progression. L'USD Yen c'est haussier, ça c'est la configuration que je vous ai proposée lundi, une structure en épaule, tête, épaule. Vous avez ici l'extension de Fibonacci qui donne le principal objectif de cours 124,38, cassure de la ligne de coup, pullback pour se positionner à l'achat c'était mardi, on reprend la tendance, cassure de la résistance à 123,72, 123,72 premier support, objectif 124,38. Le taux de change AUD-USD est dans une dynamique de baisse. Il construisait ici une figure triangulaire symétrique. Il a tenté d'en sortir par le bas. Petit bémol, pourquoi le marché n'accélère pas d'un point de vue de l'analyse technique? C'est pas encore valide, mais apparition, amorce en tout cas, d'une divergence haussière. Donc on a un rythme quand même de baisse qui est ralenti. Malgré tout, ce marché continue de se vendre. Je pense que l'hypothèse du triangle n'est pas forcément très valide. Je la laisse pour l'instant parce que c'est pas encore raté. On peut parfaitement méchir tomber, notamment sous la première résistance à 0,74. Mais nous pourrions avoir quelque chose de plus progressif, davantage une configuration en canal. Alors pas évident de trancher, mais en ce qui me concerne, je pense qu'il faut toujours s'intéresser au niveau de résistance pour adopter une stratégie de vente sur le taux de change AUD-USD. Jusqu'à ce que ce marché rejoigne notamment les 0,7268. Pour ce qui est d'un bon point de vente, c'est davantage cette oblique de résistance qui m'intéresse. Pour les niveaux horizontaux, on en a un tout premier ici à 0,74. Prudence tout de même, vu le début de contradiction de momentum, qui ne signifie pas qu'on va arrêter de baisser, mais que le rythme du marché va changer. On peut par exemple baisser moins vite et simplement baisser au sein d'un canal à faible pente. Donc moins de conviction sur ce taux de change dont la dynamique tendancielle est en train de ralentir. Davantage de conviction sur le taux de change euro-dollar, où là on a une vraie dynamique de baisse depuis le début de la semaine. Davantage de conviction sur le taux de change USD-CAD, où on a une super dynamique de hausse depuis le début de la semaine. Essentiellement du fait du positionnement du dollar américain. Le NZD-USD fait des nouveaux plus bas dans le sillage la nuit dernière de statistiques décevantes en provenance de Nouvelle-Zélande. Alors bien sûr il y a aussi le dollar américain. Mon propos hier était de dire qu'on était dans ce canal de baisse, mais il est vrai que j'espérais une dérive latérale plus longue pour que le marché revienne chercher ici la partie haute du canal. Il ne l'a pas fait. Il est resté positionné sous les 0,6770 et le NZD-USD a cassé les 0,6770 et surtout a inscrit rapidement de nouveau plus bas en enfonçant ici les 0,6622. Et le taux de change NZD-USD, il est même en train de basculer sous les plus bas du mois de mai 2010. Bon, c'est quand même hyper baissier, c'est certain. Alors, par contre, c'est vraiment survendu dans tous les sens. Elle est très perturbante cette dynamique de baisse parce que c'est tellement baissier qu'on a ce canal négatif, mais que le marché reste collé à la paroi basse du canal. C'est vraiment rare, c'est vraiment pas évident pour adopter des stratégies dans le sens de la tendance, mais admettons que cette tendance continue de se déployer bien sereinement. Le pétrole. Vue de marché inchangée depuis le début de la semaine, ligne de tendance baissière, on a rejeté en dessous, cassure du niveau des $54, le marché fait un range, jambe de baisse, range,
Pour moi, c'est une construction technique classique pour que le marché retombe vers 50, puis 47 $. Je conserve une anticipation négative sous la résistance à 54 $. Et je considère toujours que si le pétrole remonte, qu'on peut utiliser la résistance à 54 $ pour adopter une stratégie de vente. Alors, il y a tout un tas d'autres paires de devises qui sont susceptibles de vous intéresser. N'hésitez pas à laisser traîner vos questions. Le taux de change euro-GBP s'enfonce davantage. La livre sterling reste une monnaie forte. Le taux de change euro-GBP est en train de casser ce support. C'est désormais un niveau de résistance. Le taux de change euro-GBP aura fini par sortir par le bas de cette espèce de configuration triangulaire. Une jambe de baisse, une configuration flat, et on sort par le bas. Là, il y a un risque quand même pour l'euro-GBP de se replier. Je vais, moi ici, si on prend les graphiques en données journalières, on est en train de passer sous ce niveau. La prochaine cible sur l'euro-GBP, c'est 0,69, 0,6890. Donc là, clairement, cet après-midi, avec une banque centrale européenne qui pourrait mettre la pression sur l'euro, il y a un risque de voir le taux de change euro-GBP se déprécier davantage et abandonner encore 70 pips. Bon, vraiment, l'euro est de toute façon sous pression, avec finalement, c'est assez, ça peut sembler paradoxal, mais ça l'est pas. Le fait que la Grèce soit restée dans l'euro, ça affaiblit l'euro. Parce qu'on reste dans un mécanisme d'endettement. Et si la zone euro reste enfermée dans un mécanisme de davantage de dettes, et c'est une nouvelle dette que contracte la Grèce, ça veut dire que la BCE va continuer d'en acheter davantage. Et si la BCE achète de la dette, elle crée de la monnaie. Si elle crée de la monnaie, il y a un décalage entre l'offre et la demande. Il n'y a qu'à voir, les banques, lorsque la Banque Centrale Européenne leur donne une enveloppe d'argent, elles n'en utilisent pas la moitié. Offre et la demande, les prix se forment comme ça. Et donc l'euro baisse. Sa valeur baisse parce qu'il n'est pas rare. Nous sommes inondés d'euros. Donc sa valeur baisse. Alors, qu'en est-il du GBP CAD? Le GBP CAD, c'est comme l'USD CAD. Débordement du niveau des deux, phase de transition latérale. Je vais simplement moi revenir sur un graphique en données journalières du taux de change GBP CAD. Alors c'est clairement complètement suracheté. On ne se positionne pas n'importe comment. On a désormais le niveau des deux qui est susceptible d'agir en tant que niveau de support. Donc c'est un niveau rond, je vais le positionner. L'idée c'est quoi? C'est d'attendre de pouvoir se positionner soit au contact de cette ligne de tendance, soit en cas de retracement. Mais est-ce que vraiment ce marché peut retracer en direction des deux? Vous constatez qu'à court terme, comme pour le taux de change USD CAD, le GBP CAD se contente de faire une petite phase de transition latérale en formant un tout premier support à 2,0176. On a la jambe de hausse d'hier, on la retrace. Bon, à court terme, c'est vraiment pas évident de se positionner vu l'écart à toutes les premières lignes de tendance, mais je pense qu'on peut attraper cette ligne de tendance. L'idée c'est quoi? Si le marché continue de dériver à plat au-dessus des 2,0170 et finit par atteindre cette ligne de tendance, on pourra alors envisager une prise d'appui sur l'oblique en mettant justement le stop sous 0,176. Si par contre 2,0176 cède, on retracera un peu plus, peut-être jusqu'à 2,01. Réenvisager un pullback sur 2, ça me paraît franchement peu probable. Après, il est vrai que ma préférence, vous le savez, va clairement à ce qu'est en train de construire le taux de change USD CAD, qui lui pour le coup dérive au-dessus des 1,29 et commence vraiment à donner un caractère solide au niveau des 1,29. Alors cet après-midi c'est quand même la Banque Centrale Européenne, on peut regarder d'autres paires en euros, l'euro CAD, l'euro yen, l'euro GBP, l'euro AUD, l'euro yen, comme je vous l'ai expliqué ce matin, abandon de ma stratégie, échec par la cassure des 135,53. Je n'ai plus de vue de marché à vous proposer, mais naturellement un biais négatif sous la première résistance à 135,50. L'euro AUD, lui aussi, il est sous pression. L'euro AUD, c'est comme l'euro CAD, c'est vraiment pas évident. Il y a une chose par contre qui m'intéresse moi sur l'euro AUD, c'est finalement l'échec sous le niveau des 1,50. On avait fait une super shooting star le 10 juillet ici, lorsque vous vous mettez sur les chandeliers H4 de l'euro AUD. Potentiellement une structure ici en épaule, tête-épaule, qui peut ramener l'euro AUD en direction de cette ligne de tendance. L'euro AUD pourrait retomber vers 1,45.
essentiellement parce que l'euro est faible. Donc prudence, parce qu'on a un échec évident sous ce niveau horizontal et sous la résistance des 1,50. Et en plus, regardez, c'est dans le haut de canal. On a ce canal ici en données 4 heures sur l'euro AUD. C'est dans le haut de canal qu'on avait eu ici cette belle shooting star qui remonte au 10 juillet dernier. Là, on est un peu au milieu de nulle part, hein, mais au milieu du canal, mais je pense que ce marché peut retomber de toute façon ici en direction de la partie basse du canal. Alors l'EuroCAD, c'est compliqué parce que le CAD est sous pression, mais regardez, l'EuroCAD, c'est ni le GBP-CAD ni l'USD-CAD. Hein. L'EuroCAD, il y a un niveau qui m'intéresse, c'est le niveau des 1,40, c'est le pivot. Pour l'instant, le marché paye 1,40. Mais si l'euro devait chuter, alors, vu la faiblesse du CAD et vu la faiblesse de l'euro, on peut anticiper un range. Ce sont deux monnaies faibles. Donc elles peuvent finalement rentrer dans un mécanisme d'équilibre des forces et finalement avoir ce type de scénario rectangulaire sur le plan chartiste qui finissent par s'installer sur l'EuroCAD mais au-dessus du niveau des 1,40. À court terme, je pense que ce marché peut retomber en direction des 1,40, notamment si cet après-midi l'euro venait à être sous pression. Donc sous les 1,0916, avant la BCE, l'eurodoll pourrait retomber en direction des 1,0887. Ici c'est donc le tout premier niveau hein, sur le taux de change euro-dollar. Je vais simplement chercher les niveaux horizontaux ici du mois de mai. J'en ai donc relevé 3, 1,0887, 1,0863 et 1,0819 $, qui peuvent être donc les objectifs de cours dans la baisse. Alors voilà, et donc sur le DAX, n'oubliez pas, nouveau support 11 633, et sur le CAC, nouveau support 5095, pour donc viser de nouveau plus haut. Alors bonjour Romer, donc la Fed ne nous prévient pas d'une hausse des taux, hein. La Fed donne son opinion sur les perspectives macroéconomiques, et si la Fed estime que la croissance repart fort, que les États-Unis sont en plein emploi, oui, elle remontera ses taux. Si la Fed estime que la croissance des salaires devient trop forte, et aux États-Unis les salaires en rythme annuel chaque mois gagnent 3-4%, hein, c'est pas la zone euro, c'est pas la France. La Fed peut estimer à un moment ou à un autre qu'il faudra qu'elle abandonne sa politique monétaire accommodante en place quand même depuis plusieurs années. Hein. Alors bonjour Georges, si l'or tombe à 1000, à combien sera l'argent? Écoutez, c'est pas évident de répondre à cette question, mais ça signifie que l'argent basculera sous ses plus bas de l'année dernière, donc au moins sous les 13,80, au moins sous les 14. Ensuite, pour l'argent, on peut aller chercher des niveaux de prix qui remontent donc à la fin de l'année 2010. 2009, ce serait revenir sur les 12,50. Sur les 12,50 $ sur l'argent, hein, si l'once d'or devait tomber en direction des 1000. Alors le volume, attention, hein, c'est que le volume FXM, faut être honnête, c'est un paramètre que vous pouvez utiliser. Oui, on pourrait éventuellement, Bob66, parler sur le taux de change USD-CAD de l'amorce d'un fanion. En tout cas, c'est une consolidation à plat qui porte en elle des implications de redémarrage de la tendance haussière, notamment en direction des 1,3060. 1,3060, c'est une résistance de l'année 2008 qui m'intéresse. Oui, l'euro-yen, bonjour idem, je suis revenu dessus. Échec, cassure du support à 135,50. C'est terminé. Ma stratégie hier, c'était un échec. Hein. Je l'admets complètement. Échec complet. Ok, donc l'euro USD, bonjour visiteur. L'euro USD peut-il rebondir avant la BCE pour retomber après Draghi? Ça, c'est la question à 1000 $. Il n'y a pas d'éléments fondamentaux qui le permettraient. La spéculation, elle va monter en attendant la conférence de presse de Mario Draghi. Ce qui va se passer dans ce type d'événement,
je peux lancer une pièce en fait. C'est 50-50, hein. C'est même principe hier avant la Banque Centrale du Canada. On voit la tendance, on voit la dynamique générale, mais une décision monétaire, elle n'est jamais connue à l'avance. Il y a des probabilités, mais elle n'est jamais connue à l'avance. C'est la limite de la prévision de marché. Alors, les marchés actions US, promis, je les évoque tout à l'heure. Donc dans le Wall Street Insider de 14h15, puisqu'à 14h15, on suivra ensemble la conférence de presse de Mario Draghi et l'impact sur le DAX, l'euro-dollar, le CAC, l'once d'or et les actifs majeurs. Merci à toutes et à tous, bon appétit et donc à tout à l'heure.